Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 nouvelles expressions idiomatiques françaises fréquentes dans les conversations et utilisant du vocabulaire sur les aliments, puisque nous avons déjà abordé ce sujet. Vous êtes prêts? C'est parti! Expression numéro 1. Raconter des salades. On dit aussi raconter des histoires, raconter des cracks, des bobards. Ces expressions signifient dire des mensonges. Le mot salade a deux sens en français. Il désigne la plante potagère, dont la variété la plus connue est certainement la laitue, mais aussi un mélange d'ingrédients qui se marient bien entre eux et agréables à manger. Plusieurs légumes ou légumes mélangés avec des pâtes, du riz, des œufs, de la viande, du poisson, etc. Assaisonnés avec diverses sauces, c'est-à-dire des salades composées, ce qu'on appelle en anglais tossed salads ou composed salads. Raconter des salades, qui est une expression du 19e siècle, c'est mélanger un peu d'humour, des excuses, un peu de vrai et de faux, et l'assaisonner d'un ton convaincant pour que le mensonge ait des chances de passer. Exemple, je n'aime pas raconter des salades, alors je vais jouer carte sur table. Vous l'aurez sans doute compris, jouer carte sur table est le contraire de raconter des salades et signifie dire la vérité, être à visage découvert, révéler son jeu, afficher la couleur de ses cartes. L'équivalent donc dans d'autres langues de cette expression raconter des salades pourrait être to spin a yarn en anglais ou an mein Märchen erzählen ou raccontare frottole. Alors, nos amis allemands racontent des histoires et nos amis italiens racontent des bobards. Bon. Expression numéro 2. Vouloir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière ou plus familièrement et le cul de la fermière, tant qu'à faire. Cette expression qui vient au moins de la fin du 19e siècle, signifie vouloir tout sans rien donner. Il semble évident qu'on ne peut pas honnêtement vendre le beurre qu'on vient de fabriquer, en garder l'argent et garder aussi le beurre, histoire de pouvoir le revendre encore et encore. Donc vouloir tout gagner sans rien laisser aux autres, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Exemple, dans la vie, tu ne peux pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Il faut faire des choix. Alors, en anglais, l'équivalent est to have one's bread and eat it. Ou you can have your cake and eat it. C'est-à-dire avoir le pain ou le gâteau et le manger. Tandis qu'en italien, c'est volere la botte piena, la moglie ubriaca. C'est-à-dire, ça revient à dire vouloir la barrique pleine et la femme ivre. C'est imagé. Expression numéro 3. Compter pour du beurre. Cette expression signifie ne pas être pris en considération, être méprisé, n'avoir aucune importance. Alors, bizarrement, le beurre est souvent associé à une image d'abondance ou de richesse. Faire son beurre, c'est faire beaucoup d'argent. Ou encore, mettre du beurre dans les épinards, c'est gagner plus d'argent. Nous aurons l'occasion de voir dans une vidéo ultérieure ces deux expressions. Dans l'expression « compter pour du beurre », le beurre semble au contraire être vu de manière péjorative. Et en effet, dans l'Antiquité et une grande partie du Moyen-Âge, le beurre
était considéré comme étant la graisse du pauvre, un produit facile à produire, contrairement à l'huile. Alors, méprisé par Jules César, il était utilisé comme produit de cirage pour ses sandales. Il avait aussi une image médicale puisque le beurre servait à lutter contre les brûlures et les infections de la peau et les maladies oculaires. Donc plus tard, il en découla l'expression française « vendre du beurre » qui désignait le fait d'être en marge de la société et d'en être rejeté, comme les filles qui vendaient du beurre dans les bals et que personne n'invitait à danser. Ce n'est qu'au XVe siècle que le beurre devient un produit apprécié, de luxe et acquiert une connotation positive. Exemple, je refais un 4e essai, le précédent compte pour du beurre. Alors, les équivalents en anglais sont to be worth a wooden penny ou to count for a squat. Et en allemand, das zählt überhaupt nicht. Et en italien, no conta proprio niente ou non contare una chica. Expression numéro 4. Casser du sucre sur le dos. Cette expression signifie dire du mal d'une personne en son absence, critiquer une personne en son absence. Dans cette expression, casser du sucre sur le dos, on trouve deux parties intéressantes. Casser du sucre et sur le dos. Autrefois, non seulement le sucre était un complément alimentaire de luxe, l'expression ne vient donc pas des quartiers pauvres, mais il se présentait en pain de sucre, un bloc de sucre, qu'il fallait casser en petits morceaux au fur et à mesure des besoins. Mais quel peut bien être le lien avec les méchancetés débitées sur quelqu'un en son absence? Il ne semble pas facile à faire. Casser du sucre est apparu au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, siècle à la fin duquel le complément sur le dos a été ajouté. À la même époque, pour les brigands, cela voulait aussi dire dénoncer, probablement par la similitude avec casser le morceau, qui avait la même signification, alors que maintenant, pour dire la même chose, on mange le morceau. Peut-être parce qu'on n'a plus besoin de le casser. Alors, exemple, X critique son collègue, mais il n'a pas le courage de lui dire en face. Il lui casse sans arrêt du sucre sur le dos. Il existe une expression synonyme de casser du sucre sur le dos de quelqu'un, qui est parler dans le dos de quelqu'un, qu'on retrouve d'ailleurs chez nos voisins d'outre-Manche avec talk behind someone's back, qui disent aussi backbite someone, mordre le dos de quelqu'un. Quant à nos voisins d'outre-Rhin, ils ne laissent pas un bon cheveu, keine gutes Haar an jemandem lassen. Ou ils traînent sur quelqu'un, über jemanden herziehen. Et nos amis transalpins, eux, disent la peste et des cornes de quelqu'un, dire peste e corna di qualcuno. Ou ils médisent de quelqu'un, sparlare di qualcuno. Ou bien, ils taillent les vêtements sur le dos de quelqu'un, tagliare i panni addosso a qualcuno. Ce qui ressemble beaucoup à une expression française qui est tailler un costard à quelqu'un, c'est-à-dire tailler un costume, le plus souvent sur mesure, expression qui signifie également dire du mal de quelqu'un ou nuire à sa réputation. Expression numéro 5, c'est la fin des haricots. Cette expression a le sens de fin de tout, de perte complète d'espoir. C'est une expression récente puisqu'elle date du début du XXe siècle. Selon une première explication, cette expression viendrait d'avant l'apparition de la télévision, époque où des jeux de société étaient une occupation courante. En famille, les mises ne se faisaient pas avec de l'argent, mais avec des choses diverses, dont les haricots secs. Et quand un joueur n'avait plus de haricots, c'était vraiment la fin de tout pour lui, puisqu'il était éjecté de la partie.
Une autre explication viendrait des haricots eux-mêmes, qui étaient considérés comme une nourriture bas de gamme. C'est pourquoi ils constituaient fréquemment le repas des écoliers dans les internats, des prisonniers ou des gens trop pauvres pour s'acheter des aliments de meilleure qualité. Le nom de haricot était alors utilisé pour des gousses diverses, comme les fèves, les pois ou les haricots. Et pour les gens pauvres, lorsqu'ils n'avaient même plus l'argent nécessaire pour s'acheter ces féculents, cela devenait vraiment la fin de tout. Exemple, c'est la fin des haricots pour Georges si ce film n'a pas succès. Alors pour les Allemands, c'est das Ende des Bohnenstange, la fin de la rame de haricots. Et pour les Anglais, c'est the end of the line, la fin de la ligne. Expression numéro 6. Couper la poire en deux. Il s'agit ici de partager équitablement quelque chose, répartir équitablement quelque chose, décider un compromis, renoncer à une partie de ses prétentions. Cette métaphore est limpide. Partager en deux quelque chose et en donner une moitié à chaque partie, c'est bien répartir cette chose équitablement. Que cette répartition vienne d'une décision volontaire de partager ou d'une négociation suivie d'un compromis. Mais pourquoi la poire? Cette expression ne semble apparaître dans la littérature qu'après les années 1880. Or, 1882 est l'année qui a vu la publication par messieurs Félix Galipeau et Lucien Cressonnois d'une scénette où discutent deux personnages et intitulée « La poire en deux ». Les deux personnes sont sur une scène et se disputent le fait de pouvoir déclamer chacun leur texte qui est en vers. Après quelques échanges, l'un propose à l'autre de couper la poire en deux et de réciter, chacun leur tour, 4 de leurs vers. Ils finiront par se séparer sans avoir dit leur texte. Est-ce cette scénette qui est à l'origine de l'expression ou, plus probablement, est-ce que c'est l'expression apparue un peu avant qui a donné son titre à la scénette? Personne ne le sait. Exemple. Ils ont coupé la poire en deux. Elle a acheté la voiture un peu plus chère que ce qu'elle avait prévu et lui, il a dû baisser le prix. Il existe une autre expression synonyme de couper la poire en deux et qui est faire moitié-moitié ou moite-moite en langage familier. C'est d'ailleurs cette expression qui est l'équivalent de notre poire en deux pour nos voisins allemands qui disent halbe halbe machen. Pour nos voisins britanniques, c'est to meet halfway, ce qui ressemble à l'expression française faire la moitié du chemin, qui est synonyme de couper la poire en deux. Et pour nos amis italiens, c'est fare a metà ou trovare un via di mezzo, ce qui revient à dire trouver une voie intermédiaire, autrement dit, un compromis. Expression numéro 7. Entre la poire et le fromage. Cette expression signifie entre deux événements, à un moment perdu, entre deux situations, au moment qui favorise l'échange de propos, sur la fin du repas, mais elle signifie aussi de manière bâclée, à la hâte. Comment expliquer cette expression? Au XVIIe siècle, le fromage se mangeait après les fruits, le plus souvent les poires et les pommes. À l'origine, l'expression signifiait donc vers la fin du repas, à un moment où l'on commence à être repu et détendu, moment plus convivial et propice aux discussions. Exemple, allons déjeuner, nous parlerons de ce problème entre la poire et le fromage. Puis, elle s'est généralisée pour indiquer à un moment libre entre deux événements. Les expressions italiennes a tempo perso et sul finire del pranzo
rejoignent d'ailleurs les notions de à un moment perdu ou à la fin du repas. Expression numéro 8, rouler dans la farine. Cette expression signifie duper, tromper, berner. Elle date du 19e siècle et serait l'association de rouler, au sens de tromper, je me suis fait rouler, et d'emploi varié du mot farine, où ce terme désignait des arguments trompeurs. Une autre interprétation voudrait que la farine utilisée ici serait celle dont s'enduisaient les comédiens de l'époque pour se maquiller, ce qui empêchait de les reconnaître et leur permettait ainsi de tromper les gens. Exemple, j'ai acheté cet ordinateur, mais il n'a pas toutes les fonctions dont le vendeur m'a parlé. Je me suis encore fait rouler dans la farine. Alors, nos amis allemands ne roulent pas dans la farine, mais ils savonnent, puisqu'ils disent « jemandem einseifen ». Les Anglais disent « to pull a fast one ». Et pour nos amis italiens, c'est « mettere qualcuno nel sacco ». Expression numéro 9. Tomber dans les pommes. Cette expression signifie tomber au sol inconscient, s'évanouir, perdre connaissance, tomber en pâmoison, se pâmer, tomber en faiblesse. L'apparition de cette expression est confirmée en 1889, mais son origine réelle est inconnue. Certains ont supposé que les pommes étaient une déformation de pâme. PA, accent circonflexe MES, tomber en pâmoison, s'évanouir. Mais ce terme n'est plus employé depuis le XVe siècle et il est peu probable qu'il ait été déformé seulement au XIXe siècle. Il pourrait donc venir d'une locution que George Sand emploie dans une lettre à Madame Dupin, dans laquelle elle écrit « être dans les pommes cuites », pour dire qu'elle est dans un état de fatigue avancée, à rapprocher de l'expression « être cuit », qui est une manière de dire qu'on n'en peut plus en langage familier. Cette locution, peut être influencée par l'ancien « se pâmer », aurait donné l'expression actuelle. Alors, exemple, je ne regarde jamais quand on me fait une prise de sang. La simple vue du sang me fait tomber dans les pommes. Alors, en Allemagne, on bascule hors de ses pantoufles. Aus den Latschen kippen. Pendant qu'en Grande-Bretagne, on passe dehors. Pass out. Et en Italie, eh bien, on tombe en défaillance. Cadere in deliquio. Expression numéro 10, aux petits oignons. Alors, elle signifie avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention. Et elle désigne aussi quelque chose de parfait, très bien, réalisé soigneusement. Le sens premier de cette expression vient des cuisines. En effet, accommoder et mitonner un plat finement avec des petits oignons primeurs, c'est le traiter avec soin. De là, assez naturellement et depuis le milieu du XIXe siècle, cette expression culinaire s'est étendue à d'autres domaines. Exemple, ne vous inquiétez pas pour votre chat pendant vos vacances, je vais le traiter aux petits oignons. Il ne manquera de rien. Alors, je ne vois pas d'équivalent en allemand et en anglais. En revanche, en Italie, c'est con fiocchi, avec des rubans. De soie, très certainement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser ces expressions dans vos conversations avec des Français. Vous risquez de leur en boucher un coin. Expression que je vous expliquerai plus tard. Et je ferai d'autres vidéos avec des expressions incluant des aliments car je n'ai pas épuisé le sujet. Alors, à bientôt!